Depuis quand existe l'entité géographique de l'Afrique du Nord, où se trouvaient des villes telles que Casablanca et Tunis il y a des dizaines voire des centaines de millions d'années? Était-elle située au même endroit qu'actuellement, sous l'eau, dans les régions tropicales ou au pôle? Depuis quand existent les majestueuses montagnes actuelles de l'Atlas? Quel type d'environnement prévalait dans cette zone géographique à différentes époques? L'histoire de la Terre depuis sa naissance, il y a 4,5 milliards d'années, est marquée par des changements. Les contours des continents, tels que l'Europe, l'Afrique et bien sûr ce que nous appelons aujourd'hui l'Afrique du Nord, n'ont pas toujours été les mêmes. Au fil des millions d'années, les continents se sont formés et ont été démantelés sous l'influence de la tectonique des plaques. Les plaques tectoniques bougent et changent la forme et la disposition du continent au cours du temps. L'Afrique du Nord est une région où les plaques tectoniques africaines et eurasiatiques convergent, créant des chaînes de montagnes comme l'Atlas. Cette collision des plaques tectoniques génère des contraintes, libérant beaucoup d'énergie sous forme de tremblements de terre. Des séismes notables ont frappé la région, comme celui d'Agadir en 1960, celui de Bormdes en 2003, celui d'Al Hoceima en 2004, celui tout récent d'Al Haouz. Ces tremblements de terre entraînent destruction et perte de vie. Ces mouvements de plaques tectoniques ne sont qu'une manifestation à une échelle temporelle réduite d'un mouvement plus large qui est la dérive des continents. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, l'Afrique du Nord entrera en contact avec le sud de l'Espagne. Le détroit de Gibraltar et même la mer Méditerranée ne seront plus qu'un lointain souvenir. Cela s'est déjà produit dans le passé. Un scientifique du nom d'Alfred Wegener était le premier à avoir compris que les continents ne sont pas fixes mais dérivent lentement à la surface de la Terre. Au cours du début du XXe siècle, il avait émis l'hypothèse qu'il y a environ 250 à 300 millions d'années, l'ensemble du continent actuel était rassemblé en un seul supercontinent appelé la Pangée. Cette théorie est désormais étayée par plusieurs preuves scientifiques. Entre autres, les contours côtiers des continents actuels s'emboîtent assez facilement. Par exemple, on peut observer l'ajustement entre le Brésil et l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'entre Madagascar et l'Afrique de l'Est. Ces similitudes suggèrent que ces zones étaient jadis reliées. Des espèces fossiles, anciennes, identiques, sont retrouvées de part et d'autre des continents actuellement séparés par d'immenses océans. De plus, il existe des chaînes de montagnes et des structures géologiques similaires de part et d'autre de ces océans. Le déplacement des plaques tectoniques aboutit à une réorganisation et à une fragmentation des terres immergées au cours du temps. Ainsi, au cours des 4,5 milliards d'années de l'histoire de la Terre, il y aurait eu non pas une, mais au moins 3 périodes où toutes les terres immergées étaient rassemblées en supercontinents. La Columbia, il y a 1,8 milliard d'années, la Rodinia, il y a 1,1 milliard d'années, et la Pangée, il y a 300 millions d'années. Commençons donc par faire le tour des connaissances sur le plus connu et le plus récent de ces supercontinents, en insistant surtout sur la zone qui nous concerne, l'Afrique du Nord. L'histoire géologique de cette région est d'une richesse inestimable s'étalant de l'Archéen, il y a 3 milliards d'années, jusqu'au Quaternaire. À cette époque, il y a 300 millions d'années, tous les continents terrestres étaient regroupés en un seul et vaste supercontinent s'étendant du pôle Nord au pôle Sud. Il était entouré par un immense océan appelé Pantalassa à l'ouest et la mer Paléotitis à l'est. La localisation de l'Afrique du Nord était très différente de sa position actuelle. Il était situé proche de l'équateur, en plein milieu de ce supercontinent. L'océan Atlantique n'existait pas encore. La côte occidentale de l'Afrique du Nord était collée à ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Des villes actuelles comme Casablanca, Rabat et Tanger étaient à seulement quelques centaines de kilomètres à pied de Halifax et de Montréal au Canada. La Méditerranée n'existait pas non plus et on pouvait traverser à pied de Tanger à Paris et à Londres. Bien sûr, il n'existait pas encore d'humains à cette époque pour le faire. Les premiers humains n'apparaîtront qu'il y a seulement 2 à 3 millions d'années et les premiers représentants de notre espèce Homo sapiens il y a seulement 300 000 ans. À la jonction actuelle du continent des Amériques, de l'Afrique et de l'Europe, existait autrefois une chaîne de montagnes dont les sommets étaient presque aussi élevés que l'Himalaya actuel, la chaîne hercynienne. Elle pouvait atteindre à certains endroits jusqu'à 6000 mètres d'altitude et s'étaler en arc du cercle
sur plus de 5000 km, depuis la Pologne actuelle jusqu'en Amérique du Nord. Il s'est formé il y a 400 à 300 millions d'années à la suite de la collision entre la Gondwana et la Laurasia. Les villes marocaines de Casablanca, Tanger, Rabat et Agadir auraient été sur un des flancs de ces montagnes s'ils avaient existé il y a 300 millions d'années. Cependant, au fil des millions d'années, l'érosion a commencé à démanteler ces montagnes colossales, les réduisant progressivement à de modestes reliefs. Aujourd'hui, de nombreux vestiges de la chaîne hercynienne sont visibles sous la forme de formations géologiques plus anciennes dans diverses parties du monde, notamment en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord. Parmi les exemples notables de ces vestiges, on trouve les Appalaches en Amérique du Nord et les montagnes mauritanides au sud de la Mauritanie. En Afrique du Nord, seuls quelques vestiges subsistent de ce qui était autrefois une majestueuse chaîne de montagnes, notamment la Mesata, comprenant le massif central marocain, Rhamna, Jbilat, ainsi que la Mesata orientale. Plusieurs affleurements de cette chaîne hercynienne se trouvent également dans l'anti-Atlas, qui est plus ancien et diffère considérablement du reste de l'Atlas. Mais qu'est devenue la Pangée? Aux alentours de 240 millions d'années, un chapitre fascinant de l'histoire géologique de notre planète commence. La Pangée, ce supercontinent jadis tout-puissant, a entamé sa partition et ses masses continentales ont commencé un perpétuel mouvement à la surface de la Terre. Prodigieuse fragmentation s'est étalée sur 10 millions d'années et a conduit à la formation et à la disposition actuelle du continent tel que nous les connaissons. Entamons donc un voyage dans le temps au début du Trias, il y a 240 millions d'années. C'est à ce moment-là que la Pangée a commencé à se briser. Tout a commencé avec la mer Tethys qui s'est insinuée à l'est du supercontinent, amorçant ainsi la séparation en deux entités distinctes. La Laurasia évoluera ultérieurement pour donner naissance à l'Europe, à l'Asie et à l'Amérique du Nord d'un côté, et la Gondwana, incluant l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et l'Antarctique de l'autre côté. À la fin du Trias, il y a de cela environ 200 millions d'années, l'océan Atlantique a débuté sa formation. Une dorsale océanique apparaît, crée une croûte océanique et au fur et à mesure permettra la séparation des Amériques, de l'Afrique et de l'Europe. Au même moment que se forme l'océan Atlantique, commence le premier processus de formation des chaînes de l'Atlas. Au Maroc, un rift atlantique consistant en une dépression se produit à l'intérieur du continent suite au processus d'étirement de la croûte terrestre. Elle a donné naissance à un bassin qui va être envahi par les eaux de la mer Tethys, permettant ainsi l'accumulation de sédiments marins. L'océan Tethys a fait son entrée, inaugurant ainsi la division de l'Afrique par rapport à un immense bloc continental regroupant l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Cependant, une grande partie de l'Afrique du Nord, en dehors du sud et du centre du Maroc, est engloutie sous les eaux. Au Crétacé, il y a environ 100 millions d'années, l'Afrique s'isole davantage en se séparant de l'Amérique du Sud, devenant ainsi un continent distinct. En parallèle, l'océan Atlantique s'étend désormais du nord au sud et continue à s'élargir. Toujours au Crétacé, il y a environ 90 millions d'années, l'Inde se détache du Madagascar pour entreprendre un impressionnant voyage vers le nord. En même temps, le continent africain migre également vers le nord, se rapprochant de l'Europe, qui à l'époque reste fragmentée en plusieurs morceaux. Le Maroc et l'Afrique de l'Ouest se trouvent séparés du reste du continent par l'avancée de la mer Tethys qui va peu à peu rétrécir à mesure que l'Afrique se déplace vers le nord. À la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, les différents continents prennent presque leur forme et leur emplacement actuel. L'Australie se détache de l'Antarctique, l'Afrique se rapproche de l'Europe et de l'Asie. À cette époque, la péninsule arabique n'existe pas encore sous sa forme actuelle et la Méditerranée n'a pas encore adopté sa configuration contemporaine. La mer Tethys recouvre le nord du Maroc, la partie orientale de l'Algérie et toute la Tunisie. Plus tard, il y a environ 50 millions d'années, l'Inde entre en collision avec le sud de l'Asie. Ce choc entraîne la naissance de la chaîne de l'Himalaya. En avançant de quelques millions d'années, environ 37 millions d'années en arrière, la mer Tethys commence à se retirer. La collision entre les plaques africaines et eurasiatiques entraîne une compression de la croûte qui se soulève pour produire les majestueuses chaînes des Alpes et de la chaîne de l'Atlas en Afrique du Nord. Ce processus continue toujours de nos jours. La plaque africaine avance vers la plaque eurasiatique de 2 cm par an.
Au début du Miocène, l'Afrique et l'Arabie, qui n'étaient encore qu'un seul bloc continental, a amorcé un mouvement en se rapprochant et en fusionnant avec l'Eurasie. Ce rapprochement scelle le destin de l'ancienne mer Titis, donnant naissance à la Paratitis et à la Méditerranée. La Méditerranée n'est donc qu'un vestige d'une mer jadis immense, la Titis. Un autre épisode captivant se déroule il y a environ 6 à 7 millions d'années, lorsque la convergence des plaques africaines et eurasiatiques provoque la fermeture totale du détroit de Gibraltar. Cette fermeture entraîne un phénomène extraordinaire, l'assèchement temporaire de la Méditerranée qui se transforme en une vaste étendue saline. On pouvait marcher de l'Afrique du Nord à l'Europe du Sud sur cet immense lac salé. Cependant, il y a environ 5 millions d'années, un acte géologique majeur se produit lorsque le détroit de Gibraltar se rouvre, redonnant vie à la Méditerranée telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ses eaux azurées et ses rivages ensoleillés. C'est à cette époque que les premiers représentants préhumains font leur apparition dans Tomaï en Afrique. Pendant cette période aussi, les forêts d'Afrique reculent, laissant place à des prairies parsemées d'herbes et d'arbustes. Cette transformation du paysage peut avoir joué un rôle essentiel en accélérant le processus d'évolution qui mènera finalement à notre espèce, l'Homo sapiens. Les bouleversements géologiques façonnent donc non seulement la Terre, mais aussi la trajectoire et l'évolution de la vie sur notre planète.